Je vous souhaite la bienvenue dans cette formation dans laquelle nous allons parler des finances et plus particulièrement de la façon dont vous allez optimiser vos dépenses plutôt efficacement. Alors le titre peut prêter à confusion, on a l'impression qu'on va avoir un cours sur la finance internationale, c'est absolument pas le cas, je suis absolument pas, c'est absolument pas mon domaine, donc à un moment donné c'est vrai que je me suis intéressé à la façon dont nous pouvions protéger nos gains, notre argent, nos revenus. Alors pas forcément pour payer le moins d'impôts possible, parce que ça ne me dérange pas de payer des impôts, c'est plutôt une bonne nouvelle hein, de payer des impôts, surtout si ces impôts sont dépensés correctement pour... Enfin, moi par exemple, quand j'étais en France, c'est vrai que ça me dérangeait pas de payer l'impôt sur les sociétés. Ce qui me dérangeait un peu plus, c'est de devoir payer tout ce qui est RSI, des choses comme ça dont on ne sait pas, enfin on ne sait pas trop où ça va. Et ce qui m'a vraiment le plus embêté, c'est que je me rémunérais pas. Donc avec ma première entreprise et mon premier site internet, je me versais pas de salaire en tant que tel. Et je devais quand même reverser à peu près 500 euros par mois au RSI. Et c'était vraiment... et donc je les ai appelés, hein, je me souviens, pour leur dire, voilà, il y a une erreur, moi je gagne pas d'argent, en tout cas je me rémunère pas avec ma société. Ils me disent, non, non, mais ça en fait c'est le minimum. Donc c'était un petit peu embêtant. Mais sinon, ici au Maroc, par exemple, ça me dérange absolument pas de payer des impôts, c'est 15%. Alors, il n'y a pas d'impôt en tant que tel pendant à peu près 5 ans, mais si vous décidez de sortir vos dividendes de la société, il faut payer donc une taxe de l'ordre de 15% sur vos dividendes tout simplement. Et ça ne me dérange pas. Par contre, ce qui me dérangeait, c'était justement de ne pas savoir où mettre mon argent, comment le réinvestir. Et donc à un moment donné, j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Alors c'est très très compliqué, très complexe. Et je suis tombé sur tu vois, les écrits de Harry Brown ou Gary Brown, je me rappelle plus très bien. Donc il a écrit un livre qui est devenu un best-seller qui s'appelle le Permanent Portfolio. Et ce qui m'a vraiment intéressé en fait, c'est que c'était la finance expliquée extrêmement simplement. Et ça m'a donné pas mal d'idées d'optimisation justement pour optimiser justement mes finances, mes gains, mes revenus. Alors pas forcément utiliser sa méthode à lui parce que ça faisait intervenir des choses comme l'usure, les intérêts, les produits financiers, mais c'est la logique en fait qui m'a plu, c'était une logique de diversification et c'est ce dont nous allons parler un peu plus loin ici. Et donc voilà, en gros voilà, on va pas vous parler de finances aujourd'hui, l'objectif c'est de parler de comment utiliser l'argent que l'on va gagner. D'accord? Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça? Ça sort un petit peu de mon champ de compétences effectivement, mais je crois que c'est intéressant parce que quand on n'est pas, comment dire, quand on vient de lancer une entreprise, un nouveau produit, que ce produit fonctionne extrêmement bien, eh bien, on va gagner beaucoup d'argent. On va se retrouver avec plein d'argent entre les mains, on va pas savoir quoi en faire. Alors, on sait toujours quoi en faire, mais on va pas savoir comment les utiliser efficacement. D'accord? Moi, je sais que par exemple, mon premier lancement, je m'attendais absolument pas à générer autant de revenus. Et donc du coup, j'avais pas pensé à l'après-revenu, hein, parce que c'est arrivé comme ça un petit peu. Alors je savais qu'on allait générer des revenus, mais je ne savais pas qu'on allait générer autant. Et donc du coup, ça m'a fait un petit peu bizarre de recevoir autant d'argent d'un coup. D'accord? Donc je savais plus si je devais les réinvestir pour développer mon business ou est-ce que je devais en garder une partie. Si je devais en garder une partie, bah, combien je devais garder concrètement? Est-ce que je devais me verser un salaire, sortir mes dividendes? Et toutes ces questions-là, en fait, c'est des questions auxquelles j'avais absolument pas pensé. Et c'est des questions auxquelles on ne pense absolument pas parce qu'on a la tête dans le guidon. On se dit, ok, faut que mon business fonctionne. Donc on se concentre sur les actions à mettre en place pour pouvoir générer un maximum de revenus. Mais le jour où on fait un lancement et que ça cartonne, eh bien, on se retrouve avec plein d'argent entre les mains. Alors c'est des problèmes de riches, hein, bien évidemment, mais on commence à se demander comment on peut optimiser tout ça au mieux. D'accord? Alors on n'est pas les seuls à penser comme ça. Google, tout au début de leur histoire, quand ils ont commencé à générer vraiment beaucoup de revenus, eh bien, alors c'est Oussama Hamar, je crois, qui explique ça, donc Coup d'État. Il explique que voilà, Google, à un moment donné, ils ont commencé à recruter énormément de gens, pour créer vraiment une grosse entreprise. Et à partir du moment où ils ont fait ça, eh bien, leurs chiffres ont commencé à décliner, tout simplement parce ils n'avaient pas l'habitude de gérer une entreprise aussi balèze, et en fait, leur force
force était dans le fait de pouvoir être en direct avec les personnes qui gèrent les tâches exécutives et donc ils sont revenus à un fonctionnement de base quelques temps plus tard. Donc voilà, on n'est pas les seuls, Google aussi est passé par là, donc voilà. Donc moi c'est des conseils que je vais vous donner que j'utilise pour moi-même et qui font partie de ma propre expérience, ainsi que d'autres conseils que j'ai pu trouver dans les différents livres que j'ai lus justement au moment où j'ai commencé à générer des revenus, pour savoir exactement comment je devais, enfin la psychologie, la stratégie que je devais mettre en place pour pouvoir protéger mes revenus et optimiser efficacement mes finances. Alors la première chose en tant que musulman, c'est la première chose à laquelle on doit penser quand on génère des revenus, c'est le fait de savoir comment on les utilise. Et donc il faut absolument garder en... Alors bien évidemment on sait qu'il faut les utiliser éthiquement, mais il faut garder en tête un principe fondamental, c'est la purification. Comment purifier son argent? D'accord? Alors, on fait les causes, on génère des revenus par la grâce d'Allah Azzawajal. Derrière, cet argent-là doit être purifié, ne serait-ce qu'en payant la zakat. La zakat, pour rappel, c'est l'un des piliers de l'islam, il y a 5 piliers, et c'est l'un des piliers de l'islam, et c'est malheureusement l'un des piliers qui est le plus négligé. C'est-à-dire qu'on va entendre beaucoup de doros, beaucoup de conseils sur l'éthique, sur la sincérité dans le commerce, sur, comment dire, essayer de vendre un bon produit, aimer pour son frère ce qu'on aimerait pour nous-mêmes, etc. Mais c'est vrai qu'on va très rarement parler, malheureusement, de la zakat, alors que, comme si, voilà, comme si c'était quelque chose qui était secondaire. Or, c'est bien prioritaire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus prioritaire que d'autres principes dont on parle beaucoup plus souvent, et malheureusement, c'est quelque chose que l'on néglige et qu'il faut absolument, absolument, absolument garder en tête. C'est une priorité quand on gagne de l'argent, absolument garder en tête que nous devons verser de la zakat un an plus tard sur cet argent-là. D'accord? Alors, vous aurez en ressource un certain nombre de sites web qui vous expliquent un petit peu, qui vous donnent un peu plus d'informations sur la zakat et comment la calculer en fonction de ce que vous vendez, en fonction de vos gains, dans combien de temps. Mais moi, je voulais simplement que vous la gardiez en tête, que vous sachiez que voilà, c'est l'un des piliers de l'islam. Quand on est dans le business et quand on est dans la vie de tous les jours, en réalité, on doit impérativement se souvenir qu'il y a 5 piliers, ces 5 piliers-là, et dans ces 5 piliers-là, il y en a un qui correspond spécifiquement à l'argent qu'on va gagner, c'est la zakat, et il ne faut pas l'oublier. Ensuite, vous savez, souvent on va avoir, comment dire, un blocage psychologique par rapport à l'argent. Et c'est typiquement français de se dire, d'avoir un malaise en fait avec l'argent. C'est-à-dire on peut pas en France demander à quelqu'un tu gagnes combien? C'est bizarre, hein, mais on ne peut pas demander ça à quelqu'un, c'est plutôt tabou, et comme si le fait de gagner beaucoup d'argent, eh bien c'était malsain, c'était pas bien, ou comme si les riches étaient forcément des personnes mauvaises. Alors que si on revient 1400 ans en arrière et qu'on fait un point sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on se rend compte de quoi? On se rend compte que la majorité comment dire, la majorité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ça c'est quelque chose que je répète très très souvent parce que il faut qu'on arrive à se le mettre dans la tête, dans le crâne, parce que on a une mauvaise relation avec l'argent, on a des a priori sur l'argent. Il faut se souvenir que la majorité des compagnons proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient commerçants, et certains d'entre eux étaient de très riches commerçants. C'était le cas d'Abu Bakr à un moment donné, Abu Bakr radiallahu anhu, c'est le cas de Abdurrahman ibn Auf, qui était l'un des plus riches commerçants de Médine. On n'avait jamais vu ça à ce moment-là, hein. Alors je me souviens d'une histoire où il arrivait à un moment donné, on entendait des bruits dans la ville de Médine, c'était après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on entendait des bruits assez bizarres, on n'avait jamais entendu ça auparavant, et quand les gens ont demandé mais qu'est-ce que c'est, eh bien c'était Aïcha qui demandait qu'est-ce que c'est, les gens ont commencé à regarder, ils ont dit c'est Abdurrahman ibn Auf avec une caravane de plus de 700 chameaux. D'accord? Et c'était du jamais vu, personne n'avait jamais fait ça. Donc Abdurrahman ibn Auf était l'un des plus riches commerçants de Médine, c'était l'un des plus proches compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc c'était également l'un des 10 compagnons promis au paradis. Alors je ne sais pas si vous vous imaginez, mais voilà, il avait ces 3 caractéristiques-là. C'était l'un des plus riches. D'accord? Donc il était très très riche. Si on devait réévaluer sa fortune aujourd'hui, bah, il serait sans doute millionnaire ou milliardaire.
il était très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il pratiquait son dîn très correctement, et il faisait partie de l'un des 10 promis au paradis. D'accord? C'est-à-dire qu'il est encore sur terre et Allah subhanahu wa ta'ala l'avait déjà promis au paradis et ça lui a été annoncé. D'accord? Donc la richesse n'est pas incompatible avec le fait d'être musulman, bien au contraire, c'est simplement la façon dont on va gagner son argent et la façon dont nous allons le dépenser qui importe vraiment, qui va déterminer si c'est bien ou si c'est mal. D'accord? Alors pourquoi j'insiste sur cet aspect-là? C'est parce que dans la communauté, malheureusement, eh bien à partir du moment où quelqu'un va commencer à générer des revenus, tout de suite, on va essayer inconsciemment, hein, c'est des processus inconscients, c'est pas méchant, mais tout de suite, on va essayer de trouver une raison négative au fait qu'il gagne de l'argent. D'accord? Moi, je me souviens que dans les débuts, c'était très difficile de communiquer sur nos gains. Tout de suite, on se faisait attaquer sur Twitter, sur Facebook, etc. Parce que d'une part, les gens n'y croyaient pas. Comment un musulman peut générer des revenus alors qu'il est seul à gérer son entreprise? Et deuxièmement, en fait, eh bien, on disait, voilà, c'est un manque de pudeur de parler comme ça de son argent. Alors que moi, je pense plutôt que plus les membres de la communauté, les commerçants de la communauté vont générer des revenus importants, communiquer sur le fait qu'il soit possible, bi'idnillah, de générer autant de revenus, et plus ça va inspirer d'autres personnes, ça va permettre à d'autres personnes d'en faire autant. Parce que il faut savoir que la croyance en quelque chose, en un objectif, c'est ce qui va déterminer, c'est souvent ce qui va déterminer l'issue. C'est-à-dire que si vous croyez que quelque chose est possible, quand vous allez mettre en place les actions pour atteindre cet objectif-là, eh bien automatiquement, j'ai bien dit automatiquement, vous allez être dans une logique tellement positive qu'il est probable, bi'idnillah, que vous atteigniez cet objectif-là. Par contre, à contrario, si vous pensez que c'est impossible et que vous essayez d'atteindre cet objectif-là, le cerveau ne comprend pas le terme essayer. Tout ce qui s'appelle essayer, tout ce qui essayer pour lui, ça veut dire que c'est pas forcément quelque chose qui est à faire et donc vous n'allez pas mettre en place les actions nécessaires pour pouvoir atteindre cet objectif-là. C'est un peu comme l'histoire du 100 mètres. À un moment donné, plus personne ne battait le record du monde. À partir du moment où quelqu'un avait réussi à franchir la barre des 10 secondes et passer sous la barre des 10 secondes, la même année, il y a énormément de gens qui ont réussi à faire la même chose. Pourquoi? Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est de nouveaux produits dopants qui ont donné de la force à tout le monde? Je pense pas. En fait, c'est simplement que les gens ont compris que c'était possible. Donc à partir du moment où on comprend que c'est possible, eh bien on se donne les moyens et ça se ressent dans les résultats que l'on obtient, tout simplement. D'accord? Alors je reviens rapidement au sujet. Quand on génère beaucoup d'argent, donc licitement, éthiquement, bien évidemment. Je suis pas, en réalité, je suis même pas censé dire licitement ou éthiquement parce que c'est logique en fait qu'on va pas essayer de gagner de l'argent d'une manière malsaine. La majorité des gens avec qui je travaille autour de moi gagnent de l'argent licitement. La plupart gagnent de l'argent en aidant les autres à atteindre des objectifs. D'accord? Donc, une fois qu'on a généré cet argent-là, eh bien, il faut le dépenser correctement. D'accord? Il faut le dépenser correctement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire plaisir, ça veut simplement dire qu'il ne faut pas oublier ceux qui n'ont pas d'argent. D'accord? Donc dépenser sur le sentier d'Allah, faire des sadaqas, comment dire, penser à son avenir, penser à l'autre vie, c'est-à-dire investir dans des puits, investir dans des mosquées, investir dans des choses comme ça qui sont des investissements à très très long terme. Et souvent, voilà, on pense souvent aux investissements que l'on pourrait faire ici pour sécuriser un avenir improbable, alors que un avenir incertain plutôt, alors que en réalité l'au-delà c'est beaucoup plus certain et celui qui investit pour l'au-delà, eh bien c'est celui voilà qui investit d'une manière rentable en fait, d'accord? Donc n'oubliez pas, alors c'est vrai que moi ce que j'aime bien c'est de me fixer des objectifs journaliers par rapport à ça, parce qu'en réalité c'est pas parce qu'on a une activité qui nous demande beaucoup de temps qu'on ne peut pas faire des hasanat ou des sadaqas, à tout moment de la journée on peut dépenser dans le sentier d'Allah, sans parler d'argent en fait. Quand vous faites un sourire à quelqu'un c'est l'équivalent d'une sadaqa, donc ne pas s'en priver c'est très important.
Alors une fois qu'on a compris ça, on peut commencer à parler des, comment dire, du budget. Ce que vous gagnez, votre chiffre d'affaires ou vos dividendes, comment les dépenser, comment les utiliser efficacement. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, et c'est vraiment très important de garder cela en tête, après au niveau des pourcentages, vous faites comme vous le souhaitez, mais je vais vous donner quand même quelques conseils par rapport à ça. Moi, je vous dirais de diviser la poire en trois. C'est-à-dire que vous gagnez par exemple 100 000 euros, c'est des dividendes que vous avez sortis de votre entreprise, vous avez payé la taxe dessus, voilà, il vous reste 100 000 euros. Eh bien, je vous dirais de le diviser en trois, c'est-à-dire 33 000, 33 000, 33 000. Les premiers 33 000 à réinvestir dans votre société pour développer celle-ci. Je vais vous expliquer comment dans un instant. Comment dire, le deuxième budget de 33 000, l'utiliser comme budget de sûreté. Je vous expliquerai en quoi cela consiste. Et la troisième part, en réalité, va vous servir à sécuriser vos revenus. D'accord? Donc, alors, c'est deux choses totalement différentes entre, vous verrez, le budget de survie et le budget, comment dire, d'épargne à long terme. On peut l'appeler comme ça. D'accord? Donc on va commencer par le fonds de réinvestissement parce que le fait de gagner de l'argent, c'est une première chose, mais le plus important c'est de pérenniser son entreprise. Et pour pérenniser son entreprise, eh bien il y a un certain nombre de principes à comprendre. Vous savez, moi j'ai fait une erreur quand j'ai commencé à générer des revenus, je commençais à dépenser dans tout et n'importe quoi, et surtout en fait dans d'autres formations, alors que j'aurais pu investir mon argent plus efficacement. Non pas que je n'avais pas besoin de me former, mais en réalité, j'avais déjà assez d'informations à disposition pour pouvoir continuer d'avancer sans forcément tout dépenser dans des formations. Même si voilà, aujourd'hui, je suis ravi, ça m'a énormément apporté et j'en serais pas là aujourd'hui si je m'étais pas, si je m'étais pas formé. Mais encore une fois, il y avait un moyen plus intelligent de dépenser mon argent et de réinvestir plutôt mon argent. Alors la première chose que vous devez garder en tête, et c'est ce sur quoi vous devez travailler aujourd'hui, si ce n'est pas le cas, faites-le, c'est de créer un système mesurable. D'accord? Quel que soit votre métier, que vous soyez freelance, que vous soyez une entreprise, une boutique en ligne, que vous soyez web marketeur, il faut que vous ayez un système mesurable. Vous ne pouvez pas vous permettre de travailler au jour le jour et de ne pas savoir combien vous avez de prospects, combien vous générez de prospects tous les mois ou tous les jours, et combien ces prospects, et combien vous convertissez de prospects en clients. D'accord? C'est impossible. Il faut absolument avoir un système mesurable. Et c'est pour ça qu'en fait, je vous parle beaucoup de tunnel, parce que quand vous mettez en place un tunnel de conversion, vous savez combien de gens rentrent dans le tunnel, combien de gens achètent votre produit 1, combien de gens achètent votre produit 2, et vous avez cette capacité à pouvoir déterminer tout de suite, en faisant quelques calculs, votre taux de conversion global et surtout le revenu par visiteur. D'accord? Alors là, en fait, je vous présente un entonnoir dans ce schéma. Disons par exemple que vous avez une boutique en ligne qui vend, je sais pas moi, des khamis. Alors à chaque fois je prends cet exemple-là. Vous vendez des khamis et donc vous attirez un maximum de trafic via, je sais pas moi, via Facebook. Donc c'est du trafic froid qui arrive sur votre site internet. Comme nous l'avons vu dans plusieurs plans d'exécution déjà, les gens s'inscrivent à votre newsletter lorsqu'ils arrivent. Une partie de ces visiteurs issus du trafic froid s'inscrivent à votre newsletter. Une fois qu'ils s'inscrivent à votre newsletter, vous leur envoyez une série d'emails et ensuite vous leur proposez des produits depuis cette série d'emails et donc un certain nombre de personnes deviennent vos clients. D'accord? Alors je vous donne un exemple plus concret. Vous avez 100 visiteurs qui arrivent sur le site, 20 visiteurs, donc à peu près 20% vous laissent leur adresse email et ensuite sur ces 20 emails, vous avez à peu près une vente à 50 euros. D'accord? Alors soit sur ces 20 emails, soit directement des gens qui sont issus du trafic froid et qui achètent votre produit directement sur le site. D'accord? Mais en gros, voilà, vous générez 50 euros par jour à peu près en moyenne et donc vous avez un taux de conversion à 1% par rapport au nombre de visiteurs. Okay, donc c'est vraiment un exemple bidon très simple pour que vous puissiez comprendre la logique. Donc vous avez ce système-là. Vous allez tout d'abord commencer à travailler sur ce système-là pour essayer d'augmenter le taux de conversion. D'accord? Ça, c'est votre première mission. Avant même de penser à investir ou réinvestir votre argent, l'objectif, c'est d'optimiser votre système
mesurable, d'accord? C'est d'augmenter le nombre de personnes qui rentrent dans votre système et le pourcentage de personnes qui rentrent dans votre système et qui deviennent clients. D'accord? Donc, premièrement, on met en place un système mesurable, qu'on peut mesurer. Nombre de personnes qui rentrent en moyenne et taux de conversion moyen. D'accord? Et vous allez voir que c'est généralement un taux de conversion qui ne change pas trop, si vous ne changez pas vos habitudes. Première mission, donc deuxième mission, on va essayer d'optimiser ce taux de conversion. Alors comment on va essayer de l'optimiser? Bien en modifiant sa série d'emails, si on utilise l'email marketing, en essayant d'attirer du trafic sur d'autres plateformes, sur Google via le SEO, sur YouTube en faisant des vidéos. Bref, on va essayer de modifier certaines choses et de continuer de mesurer ce qui fonctionne le mieux. En fonction de quand vous voyez quelque chose qui fonctionne bien et que votre taux de conversion augmente, eh bien on va se concentrer en fait sur ce canal d'acquisition pour essayer de l'utiliser au maximum, d'accord? Donc quand vous voyez qu'un canal vous apporte de la croissance, eh bien on va se concentrer uniquement sur ce canal, se focaliser et mettre en place toutes les actions nécessaires pour augmenter au maximum votre taux de conversion. À un moment donné, votre taux de conversion va arriver à maturité, c'est-à-dire que vous allez mettre en place des actions, mais celui-ci ne va pas bouger. D'accord? Quand celui-ci ne bouge pas, on dit que voilà, le système est arrivé à maturité et c'est seulement à ce moment-là que vous allez réinvestir donc les 33%, les 33 000 euros que vous devez réinvestir dans votre entreprise, une partie de ces 33 000 euros pour quoi faire? Eh bien tout simplement pour attirer plus de visiteurs depuis ce canal-là. D'accord? Pour attirer plus de visiteurs depuis ce canal-là. Ça ne sert à rien de faire un énorme travail en termes de génération de trafic et pour attirer des visiteurs, pour que ces visiteurs de nouvelles personnes puissent rentrer dans votre système si celui-ci n'est pas optimisé. D'accord? Donc on va utiliser l'argent pour créer ce que l'on appelle un effet de levier, c'est-à-dire qu'on a un système qui est à maturité, on sait que par exemple on a 6% de taux de conversion, eh bien, et qu'on a tout essayé, on ne peut pas aller au-delà des 6%, eh bien, il nous suffit simplement d'investir une partie de notre argent dans l'acquisition de trafic, depuis ce même canal qui nous a apporté autant de croissance. Ok? Donc, c'est la première façon d'utiliser son argent. D'accord? Donc, vous vous souvenez, je vais faire un récapitulatif parce que c'est très important. Tout d'abord, un système. Si vous n'avez pas de système, c'est que vous n'avez pas de business. Si vous vivez au jour le jour, c'est que vous n'avez pas de business. D'accord? Et généralement, lorsqu'on a la tête dans le guidon, c'est ce qu'on fait au jour le jour. On va aller publier ces annonces dans des forums, etc. On va voir le nombre de ventes, mais on ne va pas calculer le taux de conversion. Et on va donc savoir ce qui nous a rapporté le plus de trafic et ce qui convertit le mieux. Alors moi, à un moment donné, je me souviens que lorsqu'on avait Best Community et qu'on avait lancé notre premier produit, je me souviens qu'on avait fait une campagne pendant 14 jours où on avait utilisé plusieurs sources de trafic différentes et on s'était rendu compte par exemple que tout le trafic qui venait de Facebook et notamment de la page Facebook eh bien, convertissait très bien. Alors je ne sais pas pourquoi Facebook spécifiquement, pourtant Facebook c'est connu pour pas forcément attirer un public intéressant, parce que les gens sont plus attirés par le divertissement quand ils sont sur Facebook que par le fait de sortir leur carte bancaire et acheter, mais ça fonctionnait quand même en fait. Et donc si on n'avait pas un système mesurable à ce moment-là, eh bien on n'aurait pas pu savoir que c'était Facebook qui nous apportait le plus de croissance. Ok? Donc première façon d'utiliser son budget, appliquer un effet de levier. D'accord? En appliquant un effet de levier sur un système mesurable qui est arrivé à maturité. Alors ensuite, un deuxième moyen, une deuxième façon de réinvestir son argent, l'argent destiné justement à développer la société, eh bien en automatisant les tâches récurrentes. Vous savez, dans votre business, il y a des tâches que vous faites tous les jours. Il y a des tâches que vous faites tous les jours et qui n'apportent pas forcément une énorme valeur ajoutée si c'est vous qui les faites. D'accord? C'est-à-dire que n'importe qui en réalité pourrait les faire. Eh bien ces tâches-là, il faut absolument soit les automatiser, soit les déléguer. D'accord? Aujourd'hui, il y a énormément d'outils. Alors, vous pouvez investir, je ne sais pas moi, 2 jours de votre vie à rechercher des outils permettant d'automatiser un certain nombre de tâches. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut même automatiser un Mac, certaines tâches que l'on fait sur un Mac. Moi, par exemple, quand je fais du montage vidéo, alors franchement, je suis devenu, j'ai passé peut-être une semaine dessus.
Mais aujourd'hui, la plupart des tâches que je mets en place, eh bien, je les ai automatisées. Il y en a certaines que j'ai pas encore automatisées, comme le fait, par exemple, de travailler sur un PDF, cliquer sur un bouton et que le PDF s'envoie automatiquement à une personne dans sa boîte mail et il ajoute une tâche dans l'un des outils de gestion de tâches que l'on utilise. Bref, voilà. En fait, je suis parti dans un délire où j'ai commencé à m'analyser dans la journée, j'ai regardé ce que je faisais et tout ce qui était récurrent et que j'avais pas forcément, il n'y avait pas vraiment de valeur ajoutée à ce que ce soit moi qui le fasse, eh bien je l'ai automatisé simplement avec mon Mac. D'accord? Aujourd'hui avec un Mac on peut automatiser même le montage vidéo, c'est-à-dire que quand vous mettez par exemple, vous enregistrez, alors je sors un petit peu du sujet mais c'est pour vous donner une idée, euh, je m'enregistre avec mon téléphone portable et j'enregistre le son avec un dictaphone. Je prends les deux à la fin de la journée, je les connecte à mon ordinateur. Le simple fait qu'il soit connecté, automatiquement les fichiers ouvrent un logiciel de synchronisation d'image et de son, synchronise les deux et les met dans un fichier. Ensuite, il ouvre le logiciel de montage vidéo, il crée un nouveau dossier et il importe le fichier synchronisé. Et voilà, je peux commencer le montage vidéo et ça me prend pas plus de 2 minutes si j'ai bien travaillé au niveau des vidéos, si j'ai pas trop bugué en quelque sorte. D'accord? Donc ça permet de gagner un temps fou parce que s'il fallait brancher les trucs, aller chercher les dossiers, les synchroniser, le faire manuellement, d'une part ça prend plus de temps parce que voilà, on est tout le temps dispersé, on est à gauche et à droite, et en plus de ça, on a la flemme de le faire parce que c'est toutes ces petites actions de démarrage qui nous font procrastiner et qui nous font remettre les choses au lendemain. D'accord? Donc, quand vous avez de l'argent à réinvestir dans votre société, l'une des premières choses à laquelle vous devez penser, c'est regarder vos tâches récurrentes, les tâches que vous n'avez pas forcément besoin de faire, et d'essayer de les automatiser. Ensuite, vous pouvez également déléguer les tâches exécutives. C'est-à-dire, il y a aussi des tâches, par exemple, de rédaction d'articles. Alors, des rédactions d'articles, moi j'aime bien garder la rédaction d'articles, une grande partie de la rédaction d'articles, parce que voilà, parfois j'ai des idées et je sais que avec l'expertise que j'ai acquise jusqu'ici, les expériences qu'on a mises en place, les formations que j'ai faites, etc., j'ai beaucoup de contenu dans la tête. Donc, le moindre concept, par exemple, quand je réponds à un email au service client et que je vois que c'est une problématique récurrente, bah, ça me donne des idées de contenu et des choses que j'ai peut-être pas encore abordées et donc je suis plus à même de pouvoir écrire des articles à forte valeur ajoutée. Mais attention, ça ne veut pas dire que il doit y avoir que des articles très longs à forte valeur ajoutée. Il peut y avoir également des articles très simples qui partagent des idées de contenu, qui partagent des idées d'outils pour automatiser justement, et ça peut être d'autres personnes qui les écrivent. D'accord? En gros, déléguer les tâches exécutives qui peuvent booster votre business. D'accord? Donc la rédaction, la création de contenu, le montage vidéo, toutes ces tâches que les machines ne peuvent pas faire et que c'est pas nécessaire que vous fassiez vous. D'accord? Donc voilà comment on peut développer notre société. C'est un autre moyen qui vous permet justement de savoir dans quoi investir l'argent que vous avez gagné. Alors je vous conseille, alors avant de continuer, hein, je vous conseille d'y aller progressivement parce que quand vous automatisez un nouveau process à l'aide d'un outil, il faut un certain temps avant de savoir si ça fonctionne vraiment ou pas, s'il y a des ajustements à faire ou non. Pareil, lorsque vous recrutez quelqu'un, vous le recrutez, il n'est pas opérationnel tout de suite. Il ne connaît pas votre société, il ne connaît pas, il sait pas comment dire, il connaît pas votre culture d'entreprise, il ne sait pas comment vous travaillez. Il faut un certain temps d'adaptation. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre directement d'avoir de l'argent et de faire comme Google, recruter 36 000 personnes parce que vous n'allez pas pouvoir les gérer. Et peut-être que vous n'avez pas alors je parle parce que en connaissance de cause, peut-être que vous n'avez pas de compétences en matière de management, et les compétences en matière de management, il faut les acquérir. Et on ne va pas les acquérir tout de suite maintenant en recrutant plusieurs personnes. Au contraire, ça va rendre la tâche plus difficile. D'accord? Alors ensuite, très important également, disons que vous avez des systèmes qui fonctionnent bien, mesurables, vous avez appliqué l'effet de levier, donc voilà, vous avez une machine qui tourne et que vous optimisez régulièrement au jour le jour. Vous avez une équipe qui bosse très bien, vous n'avez pas besoin de personnel supplémentaire, vous avez comment dire, des outils d'automatisation pour automatiser vos tâches récurrentes. Bah là, vous pouvez passer à l'étape supérieure. Vous pouvez vous permettre de diversifier votre activité. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous dépendez simplement d'une seule activité ou d'un produit, eh bien, à coup sûr, euh,
vous pouvez vous retrouver à mettre la clé sous la porte, faillite au bout de quelques temps, suite à un changement sur votre marché. Qui aurait prédit que Nokia qui était une référence dans les téléphones mobiles, depuis que les téléphones mobiles existent, en tout cas depuis que je connais les téléphones mobiles, eh bien Nokia c'était vraiment une référence. Celui qui avait un Nokia, à l'époque, il était un peu coté. Aujourd'hui, voilà, depuis l'arrivée iPhone, pourtant c'était pas forcément le téléphone le plus évolué. Donc le premier iPhone, il avait même pas l'appareil photo, par exemple. Il était en 2G, il me semble, et il arrivait à révolutionner le monde de la téléphonie. D'accord? Et aujourd'hui, Nokia, voilà, c'est plus du tout ce que c'était, et je crois que ça a coulé même. Donc voilà, il peut y avoir un changement sur votre marché qui fait que votre business ou votre activité ne soit plus d'actualité, ou votre produit ne soit plus d'actualité. Il peut y avoir également, par exemple, un changement dans la législation. Moi, je sais que par exemple, quand je travaillais avant pour une société qui émettait des chèques à vocation sociale et culturelle, c'est vrai qu'ils avaient un service qui s'occupait justement comment dire, réseau, politique, etc. C'était très important parce que à chaque fois que les politiques étaient sur le point de changer quelque chose dans la législation, eh bien c'était une loi qui pouvait impacter très négativement la société, qui pouvait même lui faire perdre des millions, et qui dit perdre de millions dit forcément derrière, s'il n'y a pas assez de trésorerie, fermeture. Donc il y avait un service qui était vraiment très vigilant, qui faisait du lobby et qui travaillait en direct avec des politiques pour essayer de leur faire comprendre que le simple fait de changer une toute petite loi, eh bien ça pouvait avoir des conséquences terribles sur tout un marché et tout un secteur. D'accord? Alors dans votre cas c'est pareil. Alors nous, on n'est pas une société de plusieurs centaines de salariés, donc on a une logique un peu différente. On fonctionne peut-être un peu plus par produit. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'un produit, il va avoir une durée de vie. D'accord? Vous créez un nouveau produit, ok, il va bien fonctionner. Vous allez avoir ce que l'on appelle des early adopters, des gens qui vont tout de suite acheter votre produit. Et alors là, la slide, on les appelle les innovateurs. Alors c'est un peu péjoratif chez nous, mais voilà, c'est les innovateurs. Ensuite, la majorité précoce, ceux qui vont commander juste après comment dire, après les innovateurs. Ensuite, la majorité tardive, ceux qui vont commander après, et les suiveurs, ceux qui vont vraiment commander tout à la fin. Par exemple, là, les mamans qui commencent à se mettre à Facebook, qui commencent à se mettre à Instagram, à Amstramgram, et des choses comme ça. En fait, voilà, ils arrivent vraiment après tout le monde, ou sinon au téléphone portable tout simplement. Ils arrivent après tout le monde, donc c'est ce que l'on appelle les suiveurs. D'accord? Et donc votre produit va avoir une courbe comme ça. C'est ce que l'on appelle la courbe de l'innovation. À un moment donné, il va commencer à décliner. D'accord? Il n'y a pas de produit miracle qui va durer toute la vie. Enfin, il y en a très peu. Donc, alors ça peut revenir, la mode peut revenir, la mode tourne en réalité. Mais voilà, partez du principe que votre produit a cette courbe-là. Donc il a une durée de vie limitée. Ça veut dire il peut durer 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais en tout cas, dans tous les cas, à un moment donné, il va sûrement décliner. Ok? Donc c'est très important de diversifier déjà ses produits. D'accord? Quand vous lancez un produit, même si ce produit cartonne et il fait révolution, il fait fureur sur le marché, il faut que vous commenciez à travailler sur un autre produit. Alors, je sais que ça paraît pas forcément très, très logique ce que je suis en train de vous dire. Il y a des gens qui vont me dire ouais mais bon voilà moi je veux justement créer un produit, générer des revenus et ne plus rien faire. Ok, mais ça n'existe pas en fait. À partir du moment où tu te lances dans le business, il faut absolument que tu aies un double objectif, un objectif pour toi-même, mais également un objectif pour ton marché, un objectif pour tes clients potentiels. Parce que c'est le seul moyen de pérenniser ton business et de pérenniser ta motivation et d'être un passionné. Quand vous avez un objectif simplement personnel et que votre but c'est simplement de gagner de l'argent, bon, on n'a rien contre ça, mais derrière dans votre communication ça va se sentir. Vous allez être amené à faire beaucoup plus de promotions, vous allez essayer de faire du one shot, vous n'allez pas être dans une logique psychologique de pérennisation. Vous n'allez pas chercher à pérenniser votre business, vous allez chercher simplement à gagner des revenus là tout de suite maintenant et vous n'aurez pas forcément les bons résultats. Donc c'est très important d'avoir une logique sur le long terme, de créer un premier produit. Un produit, qu'est-ce que c'est? C'est une solution
qui permet de répondre à un problème, qui permet d'accéder à une passion ou qui permet par exemple au client de, comment dire, d'atteindre un objectif. Donc c'est une solution, voyez-le comme une solution votre produit. Ne vous concentrez pas sur la caractéristique, les caractéristiques de vos produits, mais sur le résultat qu'il permet d'atteindre. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand votre client a atteint son objectif en achetant votre produit, derrière, ça va générer un autre besoin, peut-être un autre problème, peut-être une autre attente. D'accord? Donc vous avez la possibilité, si vous avez bien bossé au niveau du premier produit, de lui proposer de répondre à cette deuxième attente, à ce deuxième besoin, en créant un nouveau produit ou un nouveau service. D'accord? Donc voilà, une fois que vous avez lancé votre premier produit, celui-ci cartonne, donc vous l'avez rendu mesurable, c'est un système mesurable, vous allez y appliquer l'effet de levier, et derrière, en fait, quand le produit fonctionnera relativement tout seul, lorsqu'il sera à maturité, eh bien, vous allez créer un second produit. Ok? Et un troisième produit, un quatrième produit, un cinquième produit. Comme ça, vous avez diversifié, entre guillemets, votre activité par le biais des produits. D'accord? Alors, ce n'est pas le seul moyen de diversifier son activité. Vous pouvez également diversifier votre activité en changeant de canal de distribution, d'une part, et en changeant également de public. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est ça aussi, c'est de pouvoir avoir plusieurs publics différents. Comme ça, si l'un des publics, par exemple, il se passe quelque chose sur votre secteur et votre public n'a plus besoin de votre produit, parce que je ne sais pas, l'élément je vous dis n'importe quoi, hein, mais ce que vous lui proposez contre de l'argent, aujourd'hui, voilà, c'est devenu gratuit. Il y a une législation qui est passée qui fait que c'est devenu gratuit, ou il est devenu interdit de vendre ce type de produit-là. D'accord? Soit vous leur proposez d'autres produits, donc d'autres produits à destination du même public, soit vous changez de public, ou soit vous changez de marché, tout simplement. D'accord? Donc c'est important d'avoir une diversification. Mais encore une fois, la diversification de public, de marché et de canal de distribution, ou d'acquisition plutôt, ne se fait qu'à partir du moment où on a déjà plusieurs systèmes mesurables, automatisés, avec une équipe, et que ça tourne relativement bien. Alors ça ne sera jamais parfait, mais que ça tourne relativement bien et que ça vous laisse assez de temps à consacrer à d'autres projets, à d'autres publics. D'accord? Et de plus, quand vous avez un système mesurable qui fonctionne bien, sur lequel vous avez appliqué l'effet de levier, vous voyez que ça fonctionne, ça génère de plus en plus de revenus, bah en fait, ça devient vous avez plus de visibilité pour pouvoir dupliquer ce système à destination d'un autre public ou sur un autre marché. D'accord? Et c'est exactement comme ça que font toutes les marques, toutes les franchises. On ne va pas lancer 36 franchises en même temps. On va commencer par un restaurant. Une fois qu'on aura les procédures, que ça fonctionnera bien et qu'on sait comment ça fonctionne du début à la fin, c'est seulement à ce moment-là qu'on va commencer à dupliquer notre système. D'accord? Donc, le premier budget que vous allez extraire, donc 33% moins ou plus, c'est à vous de voir, mais le premier budget que vous allez extraire de vos finances, que vous gagnez, eh bien c'est un budget qui va vous permettre de développer votre société et donc vous avez plusieurs possibilités, c'est ce que nous venons de voir pour pouvoir comment dire, développer votre business. Alors ensuite, le budget de sécurité. Le budget de sécurité, il est extrêmement important. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tout avance vraiment très très vite. Tout avance très vite. On n'a pas le temps euh, on n'a pas le temps en fait de dire ouf que voilà, on est passé dans un autre domaine. Moi, par exemple, quand je me suis lancé il y a 5 ans, je suivais un certain nombre de marketeurs. C'était des anciens, comme alors je vais vous donner quelques noms, peut-être que ça va absolument pas vous parler, comme Jay Abraham, comme Dan Kennedy. Voilà, c'est des marketeurs qui sont encore là, mais qui n'ont pas suivi le move et l'évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est YouTube, les réseaux sociaux, l'email marketing qui mènent la danse dans les stratégies web marketing. Or, eux sont restés dans des concepts un petit peu à l'ancienne, trafic froid sur des pages de vente très longues. Alors ça fonctionne parce qu'ils sont très très forts en copywriting et ils ont des compétences. Mais derrière, ils génèrent beaucoup beaucoup moins d'argent que ce qu'ils généraient avant. Donc voilà, ils n'ont pas su suivre la cadence et suivre le move, donc ça évolue très très vite. Donc comment on fait quand on est sur des marchés comme ça qui évoluent vite? Eh bien, on met en place un budget de sécurité et c'est l'un des premiers budgets que vous devez constituer. Alors,
Pourquoi un budget de sécurité? Comme ça, si ça va mal, s'il se passe quelque chose, si justement il y a un changement dans la législation et que vous n'avez pas eu l'occasion, par exemple, de diversifier votre activité, ça vous permet de vous relancer, d'avoir de quoi voir venir pour pouvoir vous relancer le plus rapidement possible. D'accord? C'est pour ça que c'est important aussi de bien travailler quand vous avez un premier produit, que ça tourne bien, que vous générez des revenus, de travailler sur la réorganisation de votre société parce que en mettant en place notamment des process, nous on est en plein dedans, alors ça s'arrête jamais, mais on est en plein dans les process, on essaie d'optimiser. Alors pourquoi les process c'est important? Tout simplement parce que le jour où, je sais pas moi, il se passe quelque chose et tout s'arrête, eh bien vous avez des process étape par étape qui vous permettent, qui vous expliquent comment relancer tel ou tel projet, qui vous donnent de la visibilité sur les actions à mettre en place pour pouvoir vous relancer. D'accord? Donc les process vous donnent de la visibilité sur le plan d'action. Et le budget de sécurité vous laisse de quoi voir venir, comme ça vous pouvez manger des pâtes pendant 6 mois, 1 an ou 100 jours, le temps de mettre en place les actions nécessaires à la reconstruction d'un nouveau business. D'accord? Donc voilà, il faut absolument que... comment ça se passe en fait un budget de sécurité? C'est un budget que vous avez de côté, que vous ne touchez jamais, sauf si vous êtes dans la crise, c'est-à-dire que vous avez un gros problème, votre business fait faillite et il faut absolument vous relancer. Donc vous avez 100 jours, donc jour 1 je fais ça, étape 1, jour 2 je fais ça, étape 2, jour 3 je fais ça. Il faut vraiment que vous ayez un plan comme ça, alors peut-être pas sur 100 jours, mais sur 3 mois, sur 4 mois. D'accord? À un moment donné, c'était pareil quand je venais juste de me lancer, il y a plein de marketeurs qui ont mis la clé sous la porte. Ces marketeurs-là avaient trouvé un système mesurable qu'ils avaient automatisé à travers Google AdWords. En fait, ce qu'ils faisaient, c'est que ils vendaient un produit quel qu'il soit, ils utilisaient Google AdWords, donc ils attiraient comment dire, ils achetaient du trafic, ils envoyaient ce trafic sur une squeeze page, une page de capture d'email basique. Les gens laissaient leur email contre un cadeau, un peu les mêmes tunnels que ce que l'on propose aujourd'hui, mais en moins évolué. Email 1, email 2, email 3, et ils leur proposaient quelque chose à acheter. D'accord? Donc 5-6 mails comme ça de relance pour leur proposer quelque chose à acheter. Et donc c'était toujours les mêmes mails, et donc ça tournait en boucle comme ça. On achète du trafic, on envoie sur la squeeze page, on envoie les emails, on propose notre produit, et on regarde au bout du tunnel combien on a généré. Et on optimise comme ça. D'accord? À un moment donné, Google AdWords a changé les règles tout simplement. Il a dit, ok, à partir d'aujourd'hui, plus personne n'a le droit d'envoyer le public sur une squeeze page. D'accord? Donc tous ceux qui envoient dorénavant leur public sur une squeeze page verront leur compte AdWords supprimé, tout simplement. Et donc il y en a plein qui ont vu leur compte AdWords supprimé, et comme ils n'avaient qu'une seule source de trafic et qu'ils n'avaient jamais réfléchi à d'autres sources de trafic, eh bien c'est tout le business en fait qui est tombé à l'eau. Alors j'avais lu un article à l'époque où quelqu'un expliquait qu'il n'avait plus rien, il avait à peu près 6 mois de budget de sécurité, justement, et 700 emails. Et il est reparti, 700 emails collectés dans le cadre dans un domaine un peu obscur. Et quand je dis obscur, c'est pas un domaine négatif, mais je veux dire c'est un domaine, voilà, je me souviens plus très bien. Et donc c'était des mails froids qu'il avait jamais recontactés. Et donc il a fallu les réactiver. Donc commencer à les recontacter, leur partager du contenu à forte valeur ajoutée. Donc 700 mails seulement. Et il avait pu se relancer en utilisant d'autres techniques simplement avec ces 700 mails. D'accord? Mais beaucoup de marketeurs, si vous regardez sur Internet, beaucoup de marketeurs, à partir du moment où Google AdWords a changé ses règles, eh bien ils ont mis la clé sous la porte tout simplement. Donc voilà. Donc là, il y a 2 leçons à tirer de cette histoire. C'est premièrement diversifier son canal d'acquisition, diversifier ses produits, diversifier son public. C'est très important. Si on n'a pas eu le temps de faire ça, de toute façon, on a de l'argent de côté, c'est notre budget de sécurité, et on a un plan d'action de relance au cas où ça se passe mal. D'accord? Alors ensuite, le troisième budget, et c'est le dernier que nous aborderons dans cette formation, plutôt dans ce cours, c'est l'épargne à long terme. Alors je l'ai appelé comme ça, après appelez-le comme vous voulez. En fait, en gros, c'est comment sécuriser son argent. D'accord? Parce qu'il faut vraiment comprendre quelque chose, c'est que nous, de notre point de vue, on n'a pas forcément la possibilité d'investir notre argent n'importe comment, le laisser dans un livret A, le laisser dans une assurance vie ou des choses comme ça, c'est pas autorisé.
En tout cas, moi je prends l'avis que ce n'est absolument pas autorisé. Donc on est très limité en termes de sécurisation d'argent. Et de toute façon, même si c'était autorisé, j'y réfléchirai à deux fois avant de mettre mon argent dans une banque, parce que demain, s'il y a une crise monétaire internationale, ce que je ne, j'essaie de ne pas y penser, parce que penser à Armageddon, c'est souvent Armageddon dans son esprit avant que ce soit Armageddon à l'extérieur. Donc du coup, j'y pense pas. Mais en gros, s'il se passe quelque chose, eh bien forcément, on perd son argent, on perd tout l'argent qu'on a confié à une banque. D'accord? Euh, donc en gros, moi quand j'ai commencé à analyser ça, à analyser ça, j'ai vu qu'il y avait plusieurs saisons au niveau des finances. C'est un peu comme les saisons été, automne, hiver, etc. Vous avez l'inflation, la déflation, bref, vous avez plusieurs saisons et vous devez avoir investi, sécurisé votre argent dans quelque chose qui vous permet de survivre dans telle ou telle saison. D'accord? Comme ça, au moins, vous avez bien diversifié et vous êtes sûr de pas, quelle que soit la saison, de pouvoir survivre quoi qu'il en soit. Et en fait, il y a vraiment deux types d'investissements qui ont attiré mon attention et qui me paraissaient être les meilleurs pour moi, à mon niveau. C'est investir dans l'or et investir dans les terres agricoles. Alors c'est pas forcément un musulman qui en parlait, c'était un économiste américain qui en parlait et qui est très décrié justement aux États-Unis. Et il expliquait que, comment dire, je crois que c'était quelque chose Schneider ou un truc comme ça. Il expliquait qu'en fait, les deux vrais investissements aujourd'hui, les trois vrais investissements, mais vous allez voir pourquoi je ne vous parle pas du troisième, les deux vrais investissements, c'est l'or. D'accord? Donc les métaux précieux, même si aujourd'hui le cours de l'or stagne ou est à la baisse, et les terres agricoles. Donc l'or, pourquoi? Parce que demain, s'il y a une crise monétaire internationale, seul l'or aura de la valeur. D'accord? Les métaux précieux auront de la valeur. Mais il invitait les gens justement à investir plutôt dans des pièces d'or, parce que c'est plus facile à revendre si jamais il y a une crise internationale. Bon, après, il y en a qui ne sont pas d'accord, disent que c'est mieux les lingots, parce que de toute façon, c'est de l'argent qu'on ne va absolument pas toucher et qu'on ne compte pas toucher. Et les terres agricoles, pourquoi? D'une part parce que, en fait, si jamais il y a la guerre partout, bah, ça vous permet de pouvoir cultiver ce que vous allez manger au quotidien et de ne pas mourir de faim. Et derrière, en fait, la terre prend toujours de la valeur en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. D'accord? Alors le troisième investissement dont il parlait, c'était d'investir dans des sociétés d'armement. Parce qu'il part du principe qu'à partir du moment où il y a une crise monétaire internationale, il va y avoir des guerres. Et s'il y a des guerres, bah forcément les entreprises qui vendent des armes vont avoir, comment dire, vont avoir plus de valeur. Et donc, si on a investi en bourse, en achetant des actions dans des sociétés d'armement, eh bien on peut s'enrichir comme ça. D'accord? Comprenez pourquoi je ne voulais pas vous parler de ce troisième type d'investissement. D'accord? Donc en gros, pour récapituler, parce que c'est important de récapituler, en fait, vous avez trois types d'investissements. Une fois que vous avez généré votre argent, pensez à la zakat, c'est la priorité. Pensez au sadaqa et à la façon dont vous allez le dépenser. Et ensuite, pour ce qui est du business, pour ce qui est de votre entreprise et de votre vie de tous les jours et de la vie d'ici-bas, vous allez le couper en trois. Un budget de réinvestissement, un budget de sécurité, donc pour pouvoir vous relancer au cas où, donc avec plein de process, et un budget pour sécuriser vos revenus. Ça, c'est un budget que vous n'allez absolument pas toucher, parce que voilà, c'est juste simplement, même pas en cas de coup dur, hein, c'est un budget que vous ne touchez pas, vous l'oubliez totalement. D'accord? Donc voilà, trois budgets, j'espère que c'est compréhensible. Et alors encore une fois, je suis absolument pas un expert en finance. Je vais d'ailleurs vous partager comment dire, un e-book que j'avais écrit sur le sujet suite aux recherches que j'ai faites. Il y a un certain nombre de règles à respecter lorsqu'on veut investir son argent. Vous le trouverez, il sera disponible dans l'espace membre. Et vous avez certaines références que vous pouvez réutiliser, des bouquins que vous pouvez lire pour essayer d'approfondir les questions. En tout cas, voilà, j'espère que cela vous sera profitable et que cela vous aura permis de comprendre comment réinvestir surtout son argent dans le cadre de sa société pour développer celle-ci. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.